Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'expérience utilisateur donc entre Scalapay, Bibs et Silver. Donc je me présente, je m'appelle Clément. Il y a Morgane qui vient nous rejoindre, donc c'est parfait. Voilà, l'objectif c'est d'échanger avec nos trois invités. Donc on a Morgane qui est cofondateur de Bibs, Anne-Laure qui est Head of Partnership France chez Bonjour à Scalapay tous. et Megan qui est Team Lead Account Manager chez Silver. Bonjour à tous. Donc on va attendre quelques minutes pour que les retardataires arrivent. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. On sera ravis d'en apprendre un peu plus sur vous. Si vous avez aussi envie de vous faire un café, vous avez 2 minutes devant vous. Donc c'est le moment ou jamais. Bonjour Evelyne, bonjour Jean-Philippe, bonjour Fatou, bonjour Victor. Bienvenue à tous. Donc comme je le disais, pour les nouveaux arrivants, on attend quelques minutes avant de commencer. Bonjour Camille, bonjour Vittorio, bonjour Théodore. Encore une petite minute et on pourra commencer. Bonjour Claire, bonjour Camille. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Clément et je vais animer ce webinaire entre donc Bisps, Silver et Scalapay. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour refaire les présentations Morgane, cofondateur de Bibs, Anne-Laure qui est Head of Partnership France chez Scalapay et Megan qui est Team Lead Account Manager chez Silver. Bonjour à tous. Donc le sujet Bonjour à d'aujourd'hui, c'est donc Bibs et la success story d'une appli de l'économie circulaire. En termes d'organisation, on va faire donc 30 minutes d'échange tous ensemble et après il y aura 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement sur l'onglet dédié et on y répondra avec grand plaisir à la fin. L'objectif, c'est de faire un webinaire interactif. Donc pour commencer en guise donc d'introduction, on va vous rappeler, mais je pense que vous êtes au fait sur ce qu'est l'expérience utilisateur. Mais donc expérience utilisateur ou ce qu'on appelle aussi communément l'UX, donc c'est la qualité de l'expérience qui est vécue par une personne et ça correspond en fait à l'ensemble des ressentis et des perceptions d'un individu lorsqu'il utilise un produit ou un service. Donc en l'occurrence là, on va faire un focus sur Bibs. Et ça prend en compte la conversion et aussi la rétention. Donc il y a 2 éléments qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 évaluations qui vont être prises en compte, donc c'est l'utilisabilité et la partie émotionnelle. Et donc je vais laisser Morgane nous parler un petit peu plus de l'expérience client sur ton application et un peu plus de la société que tu as cofondée. Avec plaisir. Déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, comme Clément le disait, moi, je suis un des 2 cofondateurs de Bibs.
Bibs, on est une place de marché, une marketplace de produits de seconde main qui a la particularité d'être 100% dédiée à l'enfance, donc aux produits pour enfants. On existe depuis 2 ans à peu près. On s'est lancé en novembre 2020, donc il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Et effectivement, depuis 2 ans, on commence à doucement trouver notre public. Aujourd'hui, notre application compte plus d'1 million d'utilisateurs. Et effectivement, ce que Clément mentionnait sur l'importance de l'expérience utilisateur, ça a été très vrai pour nous. C'était des enjeux très tôt auxquels on a dû être assez attentifs. Pourquoi ? Parce qu'une des particularités de notre modèle, c'est qu'on est avant tout C2C. Donc C2C, consumer to consumer. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on met en relation des particuliers qui sont souvent des parents pour qu'ils s'achètent et se revendent des articles de seconde main pour enfants. Ça peut être tout type d'articles qu'un enfant va pouvoir utiliser entre la naissance et l'adolescence, donc des vêtements, des jouets, parfois des paquets de couches qui sont vendus à l'état neuf, des fournitures scolaires, etc. etc. On a plus de 400 catégories de produits, donc les usages sont assez variés. Pourquoi ça a été important pour nous de réfléchir très très tôt à notre expérience utilisateur ? Parce que quand on fait du C2C, donc de la mise en relation entre particuliers, il y a un certain nombre d'impératifs auxquels on a dû évidemment se plier pour réussir à augmenter notre échelle en fait, et aller chercher une échelle de plus en plus importante. La première, c'est que le C2C, donc l'achat et vente entre particuliers, c'est quelque chose d'assez exigeant. Nous, on est une plateforme qui est verticalisée, donc on s'adresse spécifiquement à l'enfance. On va adresser de façon très granulaire, très spécifique, tous les besoins des enfants, leurs envies aussi, parce que ça peut leur arriver d'avoir envie de quelque chose, effectivement. Et donc, comme on a cette volonté d'adresser notre verticale spécifiquement, évidemment qu'on construit une expérience qui est dédiée à cette verticale, mais on avait quand même des exigences de base auxquelles on avait le devoir de satisfaire pour offrir une bonne expérience à nos utilisateurs. Aujourd'hui, les standards, les exigences du C2C, c'est d'avoir une expérience qui est intégrée, donc qui intègre l'ensemble du processus de transaction en fait, entre un acheteur et un vendeur, de A à Z, donc end-to-end. Ça va impliquer d'intégrer toute la partie mise en vente, évidemment, découvrabilité, recherche des articles, donc tout ce qui vient très en amont de la transaction, mais également d'intégrer le paiement, le processus de livraison ou de remise en main propre, et puis en fin de process, d'intégrer tout ce qui va être service client, accompagnement et éventuellement, même ça peut arriver, même si heureusement c'est très minoritaire, résolution de litige quand il y a un litige entre un acheteur et un vendeur. Donc toutes ces exigences-là, toute cette richesse fonctionnelle, en fait, c'est un prérequis. Quand on se lance en C2C, c'est une réalité. C'est un prérequis. C'est l'exigence que vont avoir aujourd'hui des consommateurs qui ont déjà été éduqués par des acteurs généralistes qui ont pavé la voie depuis 10-15 ans. Et donc, c'est un premier enjeu qui implique de se mettre évidemment dans les chaussures de ces utilisateurs, à la place de ces utilisateurs, pour savoir vraiment quelles sont les exigences et ce niveau minimum viable d'expérience pour être capable d'adresser à l'échelle une verticale en C2C. Deuxièmement, nous, le fait qu'on soit une plateforme verticalisée chez Bibs fait qu'on a mis beaucoup l'accent sur 2 aspects, la personnalisation et la pédagogie. La personnalisation, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on adresse une verticale qui a une particularité qui est que, alors on parle des enfants comme d'un profil type, mais en fait, des enfants, vous en avez qui sont pas encore nés, qui ont quelques mois, qui ont 3 ans, qui ont 8 ans, qui ont 10 ans. Et leurs besoins, leurs envies ne sont pas du tout les mêmes en fonction de leur âge. Et comme ils grandissent vite, leurs besoins et leurs envies, ils évoluent très, très rapidement. Donc, un des premiers enjeux qu'on a eu, ça a été de parfaitement personnaliser l'expérience utilisateur, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur, pour s'assurer qu'en fait, on arrive à adresser les besoins de nos utilisateurs et de leurs enfants en fonction d'un certain nombre de paramètres qui vont avoir un impact sur justement leurs besoins, leurs usages. Quel âge ils ont, quelles sont les marques que les parents vont préférer pour leurs enfants ou que les enfants eux-mêmes vont préférer quand ils sont assez grands pour avoir des préférences. Tout ça est hyper important puisque
premièrement, vous n'allez pas forcément pousser une poussette pour des parents d'un enfant de 10 ans, par exemple. Et deuxièmement, vous avez des parents qui préfèrent acheter du Jacadi, des parents qui préfèrent acheter du petit bateau et des parents qui préfèrent acheter du Kiabi. Et donc, effectivement, il n'y a pas forcément une harmonie totale dans les usages. Bien au contraire, il y a beaucoup de particularités, de spécificités. Et donc, c'est important d'adresser cette verticale de façon personnalisée. Deuxièmement, la pédagogie. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une verticale où, en fait, il y a un frein de base qui est important sur la seconde main, qui est que en tout cas, une part non négligeable initialement de la population qui peut avoir des réticences à acheter de la seconde main pour ses enfants, pour plein de raisons. Quand on achète pour ses enfants, on touche à quelque chose quand même assez sensible, puisque vous n'allez pas vouloir vous tromper, vous allez surtout pas vouloir faire d'erreurs qui puissent avoir un quelconque impact sur votre enfant, et ça se comprend. Vous pouvez avoir des freins aussi qui peuvent être de l'ordre de pression sociale, j'ai pas forcément envie d'offrir de la seconde main à mes enfants parce que je l'assume pas ou parce que je me sens coupable de le faire, et tout ça est complètement compréhensible et entendable. Nous, notre job ici, c'est à travers l'expérience utilisateur, mais aussi à travers la marque, l'expérience de marque, le ressenti qu'on arrive à créer chez nos utilisateurs, de réussir finalement à adresser ces freins, lever ces freins, faire preuve d'empathie vis-à-vis de nos utilisateurs, leur donner suffisamment d'informations pour que les freins soient levés. Et donc, il y a eu un travail très important à la fois sur le produit pour apporter un maximum de transparence sur les produits qui sont en vente et effectivement ce que ça implique de les acheter et ce à quoi s'attendre finalement au moment où on va les recevoir. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre un niveau où globalement on est content d'avoir 99% des commandes sur Bibs qui se passent parfaitement bien. Donc ce qu'on reçoit est conforme aux attentes et ça c'est une très bonne nouvelle. Et deuxièmement, sur la marque, on a très très tôt travaillé sur l'expérience de marque, sur notre identité, sur le ressenti qu'on voulait créer, avec un point fondamental qui est que justement, on a vocation à déculpabiliser les parents, quels que soient les choix qu'ils vont faire pour leurs enfants, c'est les mieux placés pour faire des choix pour leurs enfants, et les faire comprendre qu'à travers le choix de la seconde main et le réflexe de la seconde main pour leurs enfants, ils vont adresser deux problématiques qui sont majeures pour une grande quantité de familles. La première, c'est la problématique du pouvoir d'achat. Donc, la seconde main va s'inscrire comme une solution pour concilier à la fois les besoins et les envies de leurs enfants et la réalité de leur pouvoir d'achat. Et deuxièmement, la préoccupation environnementale, puisqu'il y a une réalité qu'on a d'ailleurs chiffrée chez Bibs, qui est qu'acheter de seconde main pour ses enfants implique une empreinte carbone qui est inférieure au même achat neuf. Et c'est une préoccupation majeure des parents. Pourquoi ? Parce que le moment où on a des enfants, il s'avère que c'est un des moments dans la vie où la consommation en fait augmente le plus. C'est normal, on a 1, 2, 3 personnes ou plus parfois dont on doit satisfaire les besoins au sein du foyer. Et donc effectivement, ça a un impact sur l'empreinte carbone des familles évidemment. Dernier point qui a été notre problématique, c'est une fois qu'on a la plateforme, c'est super, mais comment on fait pour qu'il y ait du monde dessus ? C'est particulièrement important quand on fait du C2C parce que on a besoin d'utilisateurs qui sont des particuliers des deux côtés de la place de marché, côté achat et côté vente. Parfois, ils sont à la fois acheteurs et vendeurs et on est très content, ça permet d'être plus efficace, mais parfois aussi, ils ont juste besoin d'acheter ou juste besoin de vendre. Et parfois, les besoins ne sont pas forcément synchrones, en tout cas. Et donc, il y a eu un vrai enjeu pour nous d'identifier des canaux d'acquisition qui étaient à la fois performants. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils nous permettaient d'avoir une équation économique qui fonctionne, d'avoir un coût d'acquisition qui soit suffisamment compétitif et performant pour que derrière, ça fonctionne par rapport à notre business model. Et scalable, évidemment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en augmentant soit nos niveaux d'effort sur des canaux organiques comme le SEO, ou en augmentant nos niveaux d'investissement sur des canaux payants, eh bien, en fait, on arrivait à garder un niveau de performance assez stable. Alors, ça a été un travail itératif très important depuis 2 ans. Il y a des choses qui ont marché, il y a plein de choses qui ont raté, on est hyper transparent là-dessus. Mais en tout cas, on a toujours conservé cette logique, évidemment, de test and learn et d'itération qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un mix d'acquisition qui est composé d'un nombre de canaux qui est toujours plus important et à la fois des canaux sur lesquels on a réussi à scaler par l'effort, donc typiquement le SEO, et des canaux sur lesquels on a réussi à scaler par l'investissement, donc typiquement les canaux en ligne, comme des Facebook ou des Google, où on est évidemment présent. Trop bien. Merci beaucoup, Morgane, pour cette présentation. Et donc, tu parlais de financer ton acquisition. Et donc, tu as utilisé Silver pour financer tes dépenses ads. Et donc, je vais laisser Mégane nous en dire un petit peu plus sur Silver. Top. Merci Clément, merci Morgane. Encore une fois, bonjour à tous et ravi d'être là. Donc, l'objectif... je pense que Clément, tu peux. Super, parfait.
Alors, pour vous présenter un petit peu Silver et vous donner quelques chiffres, donc Silver a été fondé il y a plus de 2 ans et demi. C'est aujourd'hui plus d'une centaine de personnes qui travaillent ici et on a financé plus de 300 entrepreneurs à date. Pour revenir très rapidement sur la mission de Silver, c'est de financer aujourd'hui les entrepreneurs du numérique. Donc, pour vous donner un peu de contexte, malgré un nombre important de liquidités sur le marché, il est compliqué pour ces entrepreneurs du digital d'obtenir des sources de financement, d'autant plus avec le contexte actuel que vous savez, inflationniste et d'élévation des taux. Donc, ils ont à disposition, pour récapituler très rapidement, la dette bancaire d'un côté, qui est difficilement mobilisable lorsqu'on n'a que des actifs immobiliers, lorsqu'on a très peu d'actifs immobilisés, et d'un autre côté, tout ce qui est levée de fonds en equity qui engendre de la dilution capitale. Donc, l'objectif de Silver, c'est de venir compléter en 48 heures, donc assez rapidement, ces solutions, ce mix de financement pour principalement les dépenses d'OPEX. Donc, ça va être typiquement du stock, du marketing, des recrutements de sales, etc. Et on va venir se baser pour faire ce financement sur une projection en fait, de chiffre d'affaires futur de l'entreprise et non pas sur des collatéraux comme on peut le retrouver sur de la dette bancaire classique. Donc ça, c'est pour vous présenter très rapidement Silver. Pour revenir peut-être sur la success story de Bibs. Donc, on a accompagné Bibs aujourd'hui sur 2 financements pour plus d'une centaine de milliers d'euros pour son acquisition notamment. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Morgane et te poser une question. Est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu as utilisé le financement Silver pour ton acquisition? En quoi ça t'a permis de scaler cette acquisition et donc ton XP utilisateur derrière? Oui, bien sûr. Nous, on a une particularité chez Bibs, c'est que l'acquisition n'est pas forcément quelque chose d'hyper linéaire. On a, comme beaucoup de plateformes e-commerce d'ailleurs, une réalité qui est la saisonnalité, par exemple. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des moments comme en ce moment où on a une saisonnalité assez favorable parce que c'est la fin d'année, c'est Noël. Et bon, il s'avère que le jouet d'occasion devient quelque chose de plus en plus effectivement demandé. Donc, on en est très content. Et puis, il y a aussi des périodes où c'est beaucoup plus calme. Typiquement, pour nous, c'est l'été. Nous, quand on regarde les mois de juin, juillet, août, il y a une réalité. C'est que les gens, souvent, sont pas chez eux. Ou en tout cas, pas forcément tout le temps, ou beaucoup moins, parce que soit ils sont ailleurs qu'à leur domicile, soit il fait beau et ils se baladent. Mais en tout cas, ça les regarde et ils ont bien raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très impacté par ça, parce que d'un côté, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de mise en vente, et de l'autre, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de gens qui achètent. Et donc, effectivement, on a une saisonnalité qui va être vraiment assez défavorable pendant cette période et qui va être beaucoup plus favorable pendant d'autres périodes. Et ça peut même être beaucoup plus spécifique. On a partagé la semaine dernière, nous, de façon assez transparente, l'impact que le Black Friday peut avoir pour nous en tant que plateforme de seconde main. Le Black Friday, c'est un impact qui est très négatif pour nous parce qu'en fait, on a des utilisateurs qui ont recours à la seconde main, effectivement, notamment pour le prix, souvent, et on le comprend tout à fait. Et il s'avère que une des particularités du Black Friday, c'est que pendant un temps très limité, quelques jours, on va avoir accès à des offres qui sont ultra compétitives, avec des promotions qui sont assez effectivement importantes. Et donc, nous, ça nous impacte très négativement. Donc, on peut avoir aussi des points beaucoup plus précis dans le calendrier et des périodes beaucoup plus courtes dans lesquelles on va avoir des effets de saisonnalité. Donc, il y a un enjeu pour nous d'adapter notre dépense par rapport à ça. Et en fait, le financement Silver s'est avéré être pertinent pour nous. Pourquoi? Parce qu'on peut effectivement piloter les niveaux de financement en fonction de la réalité de notre saisonnalité. Il y a des périodes où on va dépenser plus, des périodes où on va dépenser moins. Et en fait, ça nous permet de lisser effectivement la saisonnalité finalement, puisque les financements s'étendent par tranche sur plusieurs mois. Et donc, l'effet de la saisonnalité, en gros, les hauts et les bas qu'on connaît en termes d'investissement est plutôt bien lissé par justement l'utilisation du financement Silver. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Silver en parallèle des solutions de financement auxquelles Megan a fait référence, à savoir, nous, on est passé par des étapes de levée de fonds, on est passé par des étapes de dette bancaire. Il s'avère que la particularité du financement Silver, c'est qu'il y a ce niveau de flexibilité qui va permettre finalement de lisser sur l'année quelque chose qui, pour nous, de façon naturelle, est assez irrégulier.
Top. Bah, écoute, très clair, en effet. Et juste si tu peux, avant de donner la parole à Anne-Laure, est-ce que toi, pour revenir sur tes enjeux de trésorerie au quotidien, quels sont-ils? En gros, nous, comme beaucoup de startups, la trésorerie, c'est évidemment un enjeu. C'est-à-dire que nous, on est une plateforme qui existe depuis 2 ans. On n'est pas encore rentable à date, même si c'est évidemment un focus. Et que donc, il y a des vrais efforts de notre côté pour construire un chemin vers cette rentabilité. On sait que c'est important en ce moment, notamment. Et donc là-dessus, on est parfaitement transparent. Donc, évidemment que la préservation de notre trésorerie et l'optimisation de notre trésorerie, c'est un sujet. Encore une fois, quand on est une startup comme la nôtre, et tu le mentionnais, il y a plein d'options pour aller chercher de la trésorerie qui va te permettre justement d'arriver jusqu'à cet état de la rentabilité, la levée de fonds, le financement bancaire. Il s'avère que pour nous, avoir recours à Silver en parallèle nous permet effectivement par, en gros, le chevauchement des tranches notamment, et le fait d'avoir des montants de tranches qui ne sont pas toujours les mêmes, d'aller également impacter positivement notre trésorerie. Donc, ça permet de façon assez simple de décaler dans le temps l'impact de nos dépenses marketing sur effectivement notre cash, notre trésorerie. Et donc, effectivement, nous, de notre côté, c'est plutôt quelque chose qui nous va bien, puisque en parallèle, cette trésorerie, on peut la mettre au travail sur d'autres sujets. On peut la mettre au travail sur effectivement soit le renforcement de notre équipe quand c'est un sujet. Il peut arriver effectivement qu'on ait des besoins en recrutement. Ça peut nous permettre d'investir sur des canaux marketing peut-être un petit peu moins agiles en parallèle. On pense notamment à du offline, effectivement du média offline, etc. Mais en tout cas, ça nous donne de la flexibilité sur l'utilisation de notre trésorerie, puisque ça permet de lisser et de décaler dans le temps à la fois nos volumes d'investissement marketing sur les canaux digitaux et en parallèle l'impact global sur notre trésorerie de nos investissements marketing, tout simplement. Ok, super clair. En effet, juste pour faire un petit rappel, le financement Silver, comme tu l'as très bien dit, ça arrive à un instant T. Ça se renouvelle aussi en fonction des besoins. Donc ça, c'est assez pertinent, en effet, sur ton type de business très saisonnier, de venir renouveler en fait ces tranches de financement. Et je laisse la parole à Anne-Laure. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Anne-Laure qui va nous présenter Scalapay et comment la mise en place de cet outil a permis d'optimiser l'expérience utilisateur de Bips. Merci Clément et merci Mégane et bonjour à tous. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc moi c'est Anne-Laure, je suis en charge des partenariats chez Scalapay. Alors Scalapay, la licorne du paiement 3-4 fois sans frais. Donc on a parlé effectivement, je reprends ce que disait Morgane sur l'importance de l'expérience client et justement optimiser le parcours d'achat. Et on voit que le paiement finalement c'est un élément clé dans le parcours d'achat et comment Scalapay vient finalement optimiser cette expérience client. Donc, quand on offre la facilité de paiement à ses clients, et c'est ce qu'a fait Bips, c'est offrir de la flexibilité au niveau du paiement. Et donc, ce qui est important, c'est d'informer les visiteurs parce que, comme le disait Mégane sur l'acquisition client, une fois qu'on a ce trafic sur le site, sur l'app, c'est finalement comment retenir ces visiteurs et comment aller jusqu'à la conversion. Et là, en fait, informer les visiteurs de la facilité de paiement, c'est montrer cette flexibilité. Donc, ça peut être une bannière donc, sur la homepage, c'est ce qu'a fait Bips justement. Donc, avoir une bannière au niveau de la homepage sur le site, sur l'application, ce qui permet de montrer finalement un nouveau service à valeur ajoutée pour ses utilisateurs. Alors, donc ça, c'est l'importance de montrer cette facilité de paiement. Ensuite, vous avez l'optimisation de la page produit. Donc, être transparent et clair avec les utilisateurs, montrer le montant des échéances. Donc là, vous le voyez sur l'exemple à droite. Donc, je vois ma poussette à 152 € ou 3 fois 50,7 € avec Scalapay. Donc, vous visualisez, vous permettez en fait aux visiteurs de se projeter, aux consommateurs, et de lui montrer cette flexibilité au niveau du paiement. Donc, c'est un des éléments de réassurance. Et ça, c'est très important, notamment quand on sait que sur la page produit, c'est vraiment
là où on va prendre la décision d'achat. Et quand on perd 70% des consommateurs sur la page produit, tous les éléments de réassurance sont bons à prendre. Sur l'augmentation du panier moyen, donc là c'est intéressant, ce qu'on voit en termes de résultats chez Bips, on voit un panier moyen qui est 2,5 fois supérieur avec Scalapay. Donc on voit un réel impact sur l'augmentation du panier moyen. N'hésite pas Morgane à compléter ou si tu veux intervenir. Ouais, c'est très juste et effectivement, nous en gros pour reprendre un peu tes trois premiers points, tout l'enjeu derrière le paiement en 3 fois naît d'un enjeu beaucoup plus global qui est d'apporter de l'optionnalité et effectivement des possibilités diverses et variées de paiement, de livraison, etc. à nos utilisateurs. Pourquoi? Parce que nos utilisateurs ne se ressemblent pas forcément, ne vont pas forcément avoir les mêmes contraintes. Et notamment, nous, on se parle d'une verticale où il peut y avoir des périodes, et notamment, c'est particulièrement vrai dans les premiers mois de la vie de l'enfant, où on dépense beaucoup d'argent d'un coup sur des articles qui coûtent très très cher et où en fait finalement c'est pas forcément évident pour les familles de sortir d'un coup plusieurs centaines voire milliers parfois d'euros en équipement. Il s'avère que ça nous a permis, nous, de proposer effectivement une option de lissage, encore une fois, des paiements, mais cette fois-ci pour nos utilisateurs. Et il s'avère que ça a eu un impact, ça a été extrêmement bien accueilli par nos utilisateurs, puisque déjà le niveau d'adoption est assez important. Il y a un impact très, très tangible au niveau de la conversion. Et au-delà de ça, comme tu le disais, Anne-Laure, pour nous, en tant que place de marché qui cherche à optimiser effectivement ces indicateurs, c'est un panier moyen 2,5 fois plus important que notre panier moyen classique. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on voit, c'est la partie upsell et cross-sell. Upsell, parce que finalement, je vais pouvoir peut-être prendre un produit un petit peu plus cher ou d'une gamme supérieure. Ou cross-sell, je vais mettre dans mon panier un ou plusieurs produits additionnels. Et sur Bips, on voit notamment sur tout ce qui est vêtements, l'achat par lot. Et ça, c'est un point clé sur l'augmentation du panier moyen. Et donc ça, c'est intéressant. Donc le taux de conversion, effectivement, on vient d'en parler. Ça permet donc de booster effectivement ce taux de conversion et d'améliorer le réachat. Donc, on sait qu'aujourd'hui, 72% des consommateurs sont plus à même d'effectuer un nouvel achat si on leur propose du paiement fractionné. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que sur les commandes Scalapay, on a quasiment 50% de réachat. Et ça, c'est très intéressant de voir que les clients, on les fidélise et ils sont satisfaits donc de la solution de paiement qui est fluide, ultra simple. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a un réel essor du Buy Now Pay Later et des solutions de paiement fractionné. C'est que c'est très simple à utiliser. On n'est plus sur des formulaires à rallonge ou des processus de vente qui sont très longs. Donc, c'est très simple et en un clic, je peux faire mon achat 3-4 fois sans frais. Complètement. Voilà. Et pour compléter un dernier point là-dessus, j'ai vu qu'il y a eu une question notamment sur l'augmentation du taux de conversion lié à l'implémentation de Scalapay. En gros, sans donner les chiffres exacts, c'est vraiment plusieurs points de conversion qu'on a gagné sur la page de la finalisation de la commande, donc la page de checkout, à l'intégration de Scalapay. C'est effectivement une part assez significative aujourd'hui dans notre volume d'affaires et ça a un impact particulier également en web où on voit que, nous, à la base, on a une app mobile et donc effectivement, l'implémenter dans notre app mobile dans un premier temps nous a permis de générer, alors ce que tu disais, du repeat, à savoir on a des clients qui effectivement favorisent ce mode de paiement et en font leur mode de paiement principal ou numéro 1 en tout cas au fur et à mesure qu'ils répètent leurs achats sur la plateforme. Et en web, en fait, c'est aussi un bon moyen d'acquisition. Nous, en gros, on a le website et un canal qui a vraiment augmenté ces derniers temps en termes d'importance pour nous dans notre mix au global et dans notre acquisition.
Et on voit que, en fait, ça a été un levier, l'implémentation de Scalapay sur le web a également été un levier d'augmentation de la conversion sur des utilisateurs qui ne connaissaient pas forcément, qui arrivaient pour la première fois sur Bibs via une recherche Google ou autre, et qui, en fait, étaient soit en tout cas séduits, soit mis en confiance par le fait qu'on passait par un partenaire de paiement en 3 fois. Donc l'un dans l'autre, pour nous, ça a été un calcul vraiment facile à faire en termes d'impact sur la conversion et même d'impact sur la satisfaction de nos utilisateurs, puisque on le voit aussi ressortir régulièrement dans nos études NPS ou autres. Le paiement en 3 fois est clairement un levier qui est valorisé par nos utilisateurs. Et j'avais une question, Morgane, Anne-Laure, sur justement ce paiement en 3 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a une typologie de produits spécifique qui favorise le paiement en 3 fois? Chez Bibs, en tout cas, c'est les produits chers, clairement. Donc, les stars du paiement fractionné chez Bibs, ça va souvent être soit les produits de périculture qui coûtent cher, alors qui sont moins chers en seconde main qu'en neuf, évidemment, mais qui, malgré tout, représentent des sommes qui ne sont pas forcément évidentes pour une famille à sortir d'un coup. Là, par exemple, on a bien un exemple de poussette. Donc là, vous avez une poussette reconditionnée Bugaboo qui est à 152 €. Ça reste une somme. Et donc, effectivement, les produits de périculture font partie des produits qui sont particulièrement plébiscités sur le paiement fractionné. Vous allez aussi avoir, comme Anne-Laure le mentionnait, les lots. Donc, en fait, on a un usage de base qui est assez important, qui est j'ai envie de refaire la garde-robe de mon enfant sans forcément faire 15 commandes différentes. Donc, je vais commander sur un lot d'une même taille qui va contenir 10, 15, 20, parfois plus vêtements pour mon enfant. Il s'avère que parfois, c'est des montants également qui sont importants. Et donc, sur toute cette catégorie lot, que ce soit les lots de vêtements ou les lots de jouets aussi, on va avoir un paiement plusieurs fois qui va être proportionnellement un petit peu plus utilisé. Donc, au global, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ajoute de la liquidité et ça enlève de la friction sur le paiement, sur tous les achats qui sont un petit peu chers pour vos utilisateurs. Top, merci à tous merci à tous les trois pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions ou dans le chat. J'ai une première question de Camille pour Scalapay. Pensez-vous que le paiement fractionné favorise aussi l'achat en contexte B2B2C? Bonjour Camille. Alors, par rapport au paiement fractionné, oui, effectivement, on va favoriser les achats B2B2C. Nous, on est une marque Scalapay B2B2C, justement. On anime une communauté en fait de Scalapayeurs. Et donc, on va travailler avec effectivement des marchands qui proposent un service à valeur ajoutée aux utilisateurs. Donc, c'est effectivement la cible Scalapay. Moi, j'avais une question aussi pour Morgane. Tu parlais de ta stratégie d'acquisition au démarrage. Est-ce que tu peux peut-être nous donner plus de détails sur la particularité C2C du modèle et tu vois site versus mobile app en termes de stratégie d'acquisition? Donc ça peut être proportion, ads pur, SEO, sur quel canal tu es présent, est-ce que tu te fais accompagner, comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que nous, comme je disais, on a lancé la plateforme il y a 2 ans et évidemment, tout le processus de construction de notre mix d'acquisition, premièrement, il n'est pas du tout terminé et deuxièmement, il a été très itératif et on continue à itérer, on continue à tester des canaux qui sont nouveaux pour nous de façon assez régulière pour valider ou non si c'est un canal intéressant pour nous. Premièrement, nous, on a démarré par l'app. Donc, l'enjeu pour nous, c'était d'avoir des utilisateurs dans l'app qui venaient mettre en vente ou qui venaient acheter, ou idéalement les deux. On s'est assez vite rendu compte qu'une des particularités de notre verticale, donc l'enfance, c'est que les gens ont beaucoup de choses à vendre. Et ils les mettent en vente assez régulièrement. Parce que quand on est adulte et qu'on achète ou qu'on vend en seconde main, si on achète, je sais pas, un pull, par exemple, on va peut-être le garder 1 an, 2 ans, 3 ans, j'espère. Et effectivement, derrière, peut-être le revendre. Quand il s'agit d'enfants, les cycles sont beaucoup plus courts. Et donc, effectivement, il y a une fréquence de mise en vente qui est assez importante et puis des volumes de mise en vente qui sont assez importants. Donc, on s'est assez vite rendu compte que convaincre nos utilisateurs de mettre en vente n'était pas forcément le plus difficile pour nous au moment où on a lancé, et c'est toujours vrai aujourd'hui.
En revanche, il y avait un vrai enjeu à apporter ce qu'on appelle de la liquidité aux gens qui vendent. Et donc, en fait, que les gens qui mettent en vente vendent effectivement. Et c'est ce qui, derrière, permet de les faire rester sur le long terme. Et donc, pour ça, il faut des gens qui achètent. Et donc, en fait, très tôt, nos modèles d'acquisition se sont tournés vers, effectivement, des personnes qui ont un besoin en tant qu'acheteur, donc un besoin d'achat, et donc de réussir à travers l'acquisition à qualifier ce besoin d'achat, et donc à, finalement, ce que ces utilisateurs arrivent sur un produit qui les intéresse et convertissent. Évidemment, nous, finalement, assez tôt, on a commencé à expérimenter sur les canaux payants, puisque quand on fait de l'app mobile, malheureusement, le SEO n'est pas quelque chose d'aussi puissant au début. Donc, on peut faire de l'optimisation sur les stores, donc App Store, Play Store, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi puissant que du SEO à une échelle importante. Donc, on a assez tôt commencé à aller sur des canaux payants. En parallèle, assez vite, à partir du moment où on a commencé à avoir des utilisateurs, on a une part d'organique importante qui a commencé à se développer. Et donc, effectivement, il s'est avéré que très tôt, l'organique est devenu assez majoritaire dans notre mix et qu'au fur et à mesure qu'on a scalé le payant, l'organique a grossi aussi. On est allé sur des canaux au démarrage assez classiques, entendus, donc du Facebook, les canaux Google. Aujourd'hui, on a diversifié à quelques canaux un petit peu secondaires qui ne sont pas forcément scalables dans les mêmes proportions qu'un Facebook ou qu'un Google, mais qui peuvent venir renforcer le mix, donc du TikTok, du Microsoft Ads, etc., qui sont des canaux sur lesquels on itère pas mal. Et puis après, il y a eu vraiment une phase 2 où on a commencé en parallèle à intégrer en fait le web à notre stratégie d'acquisition. Nous, on voit vraiment le web, et donc notre site web, comme un canal d'acquisition qui va derrière driver nos utilisateurs vers l'achat et vers l'app. Donc notre site web aujourd'hui, il est sensiblement moins riche fonctionnellement, même si on rattrape, que notre app. En revanche, on a fait un très gros effort de référencement sur notre site web. Et donc, en fait, on a impulsé des stratégies d'optimisation SEO qui nous ont permis de se positionner de mieux en mieux sur des requêtes sur lesquelles on est particulièrement pertinent. Donc, nous, les requêtes sur lesquelles on est particulièrement pertinent, c'est des requêtes qui sont assez spécifiques. Donc, typiquement, poussette, je sais pas, poussette bougabou d'occasion ou poussette d'occasion ou jouet d'occasion, etc., sur lesquelles on va bien remonter et sur lesquels on sait qu'on va être pertinent. Pourquoi c'est important? Parce que le fait d'être pertinent va nous aider à remonter et va aussi nous aider à convertir. Parce que l'un dans l'autre, on veut quand même que ce trafic il convertisse, soit vers de l'achat, soit vers de l'application, de l'installation d'applications, soit les deux. Et donc, on a également utilisé le web comme un levier finalement d'acquisition complémentaire à ce qu'on avait déjà construit, qui est organique, donc qui dans l'absolu ne coûte pas d'argent et qui nous permet d'aller capturer un volume croissant et qui commence à être conséquent de trafic organique qualifié. Le dernier point, c'est quand même ce qui nous a vraiment permis au global depuis le début d'améliorer nos performances en acquisition, au-delà de l'optimisation du mix, c'est en fait l'optimisation de notre produit. Donc, on a une conversion dans notre produit aujourd'hui qui est sensiblement meilleure à ce qu'on pouvait avoir au moment où on a lancé il y a 2 ans. On a beaucoup itéré là-dessus. Et en fait, les moments où on a vraiment réussi à cranter, à passer un cap en termes d'échelle dans nos investissements, c'est souvent les moments où on a réussi à passer un cap en termes de conversion dans notre produit. Et donc, la conversion, pour l'améliorer, ça peut être plein de mécaniques quand on est marketplace site aussi. Ça va être effectivement ajouter des fonctionnalités, ajouter des moyens de paiement, ajouter des modes de livraison, ajouter des catégories parfois aussi. Ça peut avoir un impact important. Et ça a été le cas pour nous sur certaines catégories qu'on n'avait pas forcément au début, qu'on a ajouté par la suite et qui sont devenues des catégories importantes dans notre mix de volume d'affaires. Et donc, en fait, ce travail sur la conversion dans l'app et sur le site a également été vraiment clé dans notre capacité à passer des caps sur justement nos volumes d'investissement sur l'acquisition payante, mais aussi notre performance sur l'acquisition organique. C'est un travail qu'on continue, on n'est pas du tout au bout du chemin, mais en tout cas, ça a été assez déterminant pour nous. Top, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le chat? J'ai pas l'impression. Donc, j'ai peut-être moi une question pour Megan. Est-ce que tu as d'autres cas clients à nous partager avec une saisonnalité forte chez Silver? Ouais. On a plein de cas clients avec des saisonnalités différentes. Donc, si on parle déjà par industrie, donc tu vas avoir des clients plutôt au mois de mai et juin qui vont
qui vont lancer leur campagne d'acquisition et qui vont être sur les industries plutôt du maillot de bain, typiquement. Donc ça, c'est des clients qu'on finance très bien à cette période-là. Et en fin d'année, là, actuellement, on a énormément de clients qui font de l'acquisition, qui font des achats de stock en cette période, parce que Black Friday, tu en as parlé, Morgane, parce que Noël qui approche. Donc, il y a des très gros enjeux de saisonnalité où il faut anticiper ses achats de stock plutôt au mois d'août, où il faut anticiper son acquisition. Voilà, donc ça c'est évident. Ouais. Et juste pour appuyer ton propos, Mégane, là-dessus, nous, ce qui a été aussi assez clé dans notre capacité à non seulement optimiser notre acquisition, mais aussi prévoir, anticiper, c'est justement la compréhension de cette saisonnalité et la compréhension en fait, des particularités de notre business. En gros, nous, comme je disais, il y a des phases qui sont vraiment très favorables. Il y a des phases qui le sont moins d'un point de vue saisonnalité. Il y a aussi des phases qui sont beaucoup plus disputées en termes justement d'intensité publicitaire et des phases qui le sont beaucoup moins. Et donc, effectivement, nous, c'est aussi en itérant et en faisant qu'on a pas mal appris là-dessus, sur le fait que, en fait, la réalité de notre modèle à nous, en termes de mix, mais aussi en termes de saisonnalité, de volume d'investissement, de niveau d'effort, en fait, c'était notre réalité à nous qu'il fallait qu'on se construise du learning là-dessus. Et donc, effectivement, derrière, ce que ça nous a permis d'anticiper, c'est que quand on projette sur une année complète, on est capable de savoir à peu près que sur telle période, on va avoir des ambitions plus importantes, sur telle période, des ambitions un petit peu moins importantes, que sur tel ou tel canal du mix d'acquisition, il y a des périodes où en fait l'intensité publicitaire va être plus importante et des périodes où elle va être moins. Et ça peut vraiment varier en fonction des canaux, c'est-à-dire que en gros, vous allez avoir une saisonnalité positive ou négative sur du SEO parce que il y a plus de personnes qui vont chercher jouer d'occasion sur la fin d'année et ça ne va pas vous coûter d'argent. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, la saisonnalité va être défavorable sur la fin d'année sur un canal comme Facebook, par exemple, parce que vous avez plus de monde qui investit et donc, en fait, l'inventaire coûte plus cher. Et donc, la compréhension par canal a été assez clé pour nous. Ça nous permet aujourd'hui de prédire, d'anticiper. Et donc, pour faire le bridge aussi avec l'usage qu'on a de Silver, tout simplement de savoir, d'être capable d'anticiper qu'à telle date, on va plutôt investir plus sur tel canal, à telle date, on va plutôt investir moins et qu'on va pouvoir aussi moduler notre pilotage et notre fonctionnement avec Silver en fonction de ces réalités-là de notre activité. Oui, carrément. Et par question de curiosité, Morgane, tu utilises un outil de pilotage. Comment tu pilotes aujourd'hui ton ad spend et tes dépenses SEO, ce genre de choses? Alors, déjà, l'attribution sur mobile, ça implique de s'équiper. Alors, il y a des outils qui ont un petit peu pignon sur rue, mais entre des Adjust, des AppsFlyer, des branches, on a fait le choix de branches pour être capable en fait, de rattacher finalement nos dépenses publicitaires à notre acquisition et au comportement de nos utilisateurs dans l'app. C'est la source d'une bonne partie, effectivement, des données d'acquisition qu'on va traquer sur l'app. On va compléter ça effectivement avec nous très simplement du Google Analytics pour identifier tout ce qui se passe sur le site et on va dire qu'on complète toutes ces données par des données d'usage en fait donc au sein de notre produit. Pour ça on utilise beaucoup l'outil Mixpanel qui est un très bon outil pour comprendre ce qui se passe dans son produit, donc en ce qui nous concerne dans notre app mobile, et on consolide tout ça à l'ancienne dans un spreadsheet. Donc effectivement ça donne des reportings qui sont assez denses, en tout cas assez granulaires, assez riches, mais qui permettent aussi vraiment de comprendre du coup ce qui se passe au global sur chacun des canaux, qu'ils soient payants ou organiques. On va peut-être prendre la dernière question, Jean-Philippe. Donc, ce sera pour une question pour Anne-Laure. Donc, bonjour Jean-Philippe. Ma clientèle est exclusivement en B2B avec des prix d'acquisition qui sont entre 7 900 et 45 000 euros. Voilà, le paiement en 3 fois a-t-il la possibilité d'augmenter mon panier moyen et avez-vous des plafonds au niveau des prix d'achat pour les clients? Alors, bonne question Jean-Philippe. Effectivement, donc Scalapay, on est une entreprise B2B2C, donc tournée vers les consommateurs. Et en fait, on a vraiment construit une communauté de Scalapayeurs. Donc, on ne va pas être pertinent sur du B2B parce qu'on est tourné justement vers ces consommateurs. On va être très visible du grand public. Mais du coup, sur le B2B,
on ne sera pas le bon partenaire. Et pour répondre à la question sur le plafond, ça va dépendre effectivement de pas mal de critères, mais on sera sur du 2 000 € max, généralement. Super, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour les intervenants. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé et aux questions que vous avez posées. Le replay sera disponible à la fin de l'événement. Et donc, je vous dis merci à Mégane, Anne-Laure et Morgane. Très belle journée et à la prochaine sur un webinaire avec Silver. Un grand merci à tous. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.